sa dunya, le monde que tu construis. Elle va finalement rester là définitivement, on n'en sait rien, elle vient, elle va, en tout cas là. Oui, à un moment elle avait disparu, voilà. Bon, pour le moment elle est encore là et c'est tant mieux parce que vous avez donc un exemple du design de son meuble, de son mobilier. Et puis, vous voyez que cette chaise qui est très haut perchée, eh bien elle est perchée sur ce qu'on appelle une structure portique compacte. Hein. Si vous la renversez de l'autre côté, vous avez donc un élément porteur pour du mobilier ou pour de l'architecture. Alors avant de vous parler précisément du travail de Jean Prouvé, je vais déjà un petit peu vous situer biographiquement son histoire. Il naît en 1901, il meurt en 1984 et il va quasiment travailler toute sa vie avec des étapes bien particulières, bien déterminées. Il naît d'un personnage qui est important dans l'histoire de Nancy. Si vous allez visiter le musée de l'école de Nancy, ou si vous l'avez déjà fait, ce personnage est abondamment représenté. Il s'appelle Victor Prouvé. C'est avec Émile Gallet, le fondateur de l'Art Nouveau nancéen, de l'école de Nancy, l'association. Donc il était le coprésident. Émile Gallet était d'ailleurs le parrain de Jean Prouvé. Donc Jean Prouvé naît vraiment dans un contexte nancéen très caractéristique de cette école de Nancy qui a un certain nombre de principes. Parmi ces principes, il y a notamment la très bonne connaissance du matériau qu'on utilise. Il y a aussi, comme autre principe que Jean Prouvé va appliquer, la collaboration avec tous ses compagnons, ouvriers, etc. C'est un travail créatif de collaboration. Donc 1901, il naît. Il faudra attendre 1917 pour qu'il commence sa formation. Il aurait aimé, et ça c'est important, il aurait aimé être ingénieur en aéronautique. Mais Victor Prouvé, peintre, artiste, la guerre 14, les guerres, c'est jamais favorable pour les artistes. C'est pas à ce moment-là qu'ils vendent le plus, donc il n'a pas les moyens financiers de payer à son fils des études d'ingénieur. Il va le mettre au cheminée important, et déjà à la préhistoire, les hommes de la préhistoire connaissaient ce minerai de fer. Hein. Donc quand on dit « Ah mais à Nancy, il y a de belles ferronneries », mais oui, mais on a le matériau qu'il faut pour le travailler. Alors on va s'arrêter un tout petit peu à l'intérieur du musée des Beaux-Arts. Précision, le musée des Beaux-Arts, 1936, Front populaire, etc. Le bâtiment est trop petit pour accueillir la collection, donc on décide de l'agrandir. Donc vous avez une deuxième aile qui a été réalisée par une autre grande famille d'architectes nancéens, ce sont les André, hein, Émile André, Charles André, Émile André, Michel, etc. Enfin, actuellement, c'est encore une grande famille d'architectes nancéens. Et on va faire appel, les André, dont le père faisait aussi partie de l'école de Nancy, de l'Art Nouveau nancéen, vont faire appel à Jean Prouvé pour réaliser un petit détail, mais qui est très intéressant du point de vue innovant, c'est-à-dire les volets des fenêtres sur rue. Alors on va aller les voir, parce que vous allez voir de quoi il s'agit. Juste un petit détail, ça c'est toujours. Alors que si on est dans un bâtiment historique du 18e, hein, Stanislas, Emmanuel Héré. Voilà. On va continuer. Charbonnier, qui est un architecte nancéen qui a construit partout, hein, dans tous les styles, absolument dans tous les styles. Et le cahier des charges, c'était de citer la place Stanislas. Donc quand vous regardez la façade, eh bien, vous avez les deux étages supérieurs de la place Stanislas avec les pilastres d'ordre colossal vous avez les guirlandes de fleurs, etc. Donc c'est vraiment du pastiche. Et Victor Prouvé, le père de Jean, avait dit « Mon Dieu, s'il faut qu'on détruise la place Stanislas pour que les architectes fassent autre chose que du pastiche historique », il avait été très loin. Hein. Alors, la façade, elle est donc historique. 6, hein, référence historique. Par contre, à l'intérieur, eh bien, on est donc dans les années 1920. Là, c'est l'art déco qui domine. Et Jean Prouvé a commencé comme ferronnier dans le style art déco. Et on va notamment parler d'honneur qu'il a réalisé la rampe de l'escalier d'honneur. Mais également, vous allez le voir, on va voir un vitrail de Jacques Gruber. On va y aller normalement tout en courbe.
Donc on est ici quand même dans l'esthétique art déco, avec notamment ce motif de corne d'abondance, mais en même temps on a tout le travail de courbe lié à l'art rocaille, hein, que Jean Lamour a mis à l'honneur sur la place Stanislas et dans le grand escalier de l'hôtel de ville. Et aussi également une petite référence avec cet enroulement ici qui se prolonge et qui évoque beaucoup des escaliers qui ont été faits pendant la période Art Nouveau, par Louis Majorel notamment. Voilà. Alors travail de ferronnier avec des fers plats, avec du fer martelé, bien visible ici également, et puis des systèmes d'assemblage qui utilisent tantôt la soudure, tantôt le rivetage. Le rivetage, c'est le système d'assemblage qui a été utilisé, on le voit ici, hein, à certains endroits, qui a été utilisé notamment pour la Tour Eiffel. Hein, donc le système du rivetage, eh bien, c'est un maître greffitier qui réalise les trous, l'ouvrier qui en rajoute un rivet, et puis en refroidissant se dilate, et donc vraiment est un système d'assemblage très, très solide. Le bâtiment est bombardé, notamment la partie qui est à gauche. Celle-ci a été préservée, et en partie préservée. Et donc, dans les années 1930, on reconstruit ce bâtiment et on fait appel à Jean Prouvé. Et c'est là où on va voir le plus d'éléments architecturaux du début de sa carrière. C'est là également où on va voir donc l'utilisation du fer forgé, bien sûr, pour ce qui est de la porte d'entrée, de l'acier, parce que c'est un des matériaux qui va de plus en plus utilisé, et également de l'aluminium. Il y a encore un autre parti pris technique et un autre parti pris esthétique. Ici, vous avez encore quand même un système de soudure, l'utilisation de soudure, on verra qu'il essaiera de l'évacuer dans votre cas. Personne. Toujours pas non, sérieux. Et je crois qu'il va être... Moi, je dois rechercher ce bâtiment, toujours est-il que dans les années 1930, il est un peu trop petit. Donc, il y a le projet d'une extension. Donc, vous voyez que les deux travées qui sont à droite ont été réalisées quelques 20 années plus tard. Mais on a conservé le style du bâtiment architecturalement. Par contre, quand on rentre à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a un grand contraste entre le style Art Nouveau, floral, avec des décors, même regardez les vitraux où on voit des motifs de pommes de pin, de fougères, de ginkgo biloba, enfin une végétation très fluide, très libre, presque sauvage. Et vous allez le voir quand on va rentrer tout de suite là maintenant. D'ailleurs, vous apercevez dans l'axe le travail de Jean Prouvé avec cette lampe sur cette forme tubulaire. Et là, on est dans le style Art déco, donc entre les deux guerres. Avec une caractéristique dont on va plutôt parler à l'intérieur. Je vais aller voir si on peut s'installer un tout petit peu dans l'escalier. Réalisé quelques temps avant pour le paquebot Koutoubia par son ami Pierre Mizet, qui était son compagnon de début de carrière. Et évidemment, donc ce style de rampe, on l'appelle ce style de rampe, mais aussi
ça s'appelle le style paquebot. Alors, quelles sont les caractéristiques du style paquebot? Notamment celle d'avoir des pièces qui soient le plus continues possible pour que lorsque le bateau tangue, on ne se raccroche pas à quelque chose, enfin on ne se raccroche pas, voilà. Donc par exemple ici, ce qui est l'idée, c'était d'accompagner ici, surtout au niveau des groupes. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut éviter le plus possible d'avoir des assemblages. Parce que les assemblages, ce sont des conjonctions impossibles. Là, ça a été vissé, mais ça ne peut plus ne pas l'être. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'incrustation dans cette tôle pied que vous avez ici qui fait la solidité et la cohérence structurelle de l'ensemble. Alors ça se doit ici également au niveau de ce type de lampadaire, ça vient également des paquebots, paquebots Normandie, paquebots Tubular, etc. Où vous avez donc une structure tubulaire, là également on ne se rapproche pas, tout est lisse, tout est très sécurisé. Et également aussi l'utilisation dans ces paquebots de lampes basses qui font une lumière indirecte, qui cherchent également à retraduire le plus possible la lumière du jour, parce qu'on est quand même beaucoup enfermé. De sa personne. Celle qui est au musée historique Lorrain, elle parle de Jean Prouvé l'humaniste, celui qui a été résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis ensuite maire de transition avant les élections. Le musée historique Lorrain, non, le musée de l'école de Nancy, pardon. Le musée historique Lorrain, c'est Jean Prouvé l'humaniste. Le musée de l'école de Nancy, c'est Jean Prouvé ferronnier. Le musée des Beaux-Arts, c'est surtout Jean Prouvé, designer de mobilier, et le musée du fer, c'est Jean Prouvé, le constructeur d'éléments d'architecture. Ils sont ici rassemblés. C'est-à-dire que vous avez, notamment au niveau de la structure, vous avez ce qu'on appelle le portique U. On l'a vu avec les chaises sur la place, on avait le portique comptant. Ici, on a le portique U qui se répète, donc on peut allonger le bâtiment selon la longueur que l'on désire. Ensuite, vous avez donc tous des systèmes de tirants sur les côtés qui sont reliés. Donc tout ça, c'est comme une boîte, comme une cage d'oiseau. Tous les éléments sont interdépendants pour la solidité. D'ailleurs, ça a posé au moment de la réalisation des difficultés pour que ça circule, pour que l'air circule. Il y a donc cet élément de fêtage qui est troué pour que l'air chaud puisse évacuer en permanence. Et puis vous avez ce qu'on appelle sur les côtés, là, à droite ou à gauche, les brises soleil pour arrêter la surchauffe du bâtiment. Et cette galerie aérée pour également apporter de l'ombre, amener de l'air frais qui ventile l'ensemble de la structure. Et dans les panneaux, il n'y a aucun système d'isolement, c'est creux. Alors, il y avait des panneaux creux, il y avait des panneaux avec un système d'isolation que l'on voit à l'intérieur dans la collection permanente du musée. Maintenant, il y a des panneaux où on voit à l'intérieur, c'était soit du bois en copeaux, soit le début des premiers matériaux composites, mélange de verre,